Ce projet podcast est une initiative de l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be. You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode, le podcast high-tech Belgique. Aujourd'hui, face à moi, je reçois Sébastien De Grauw. Bonjour. Alors, on va dire un petit mot de comment ça se fait que tu te retrouves face à moi. On a fait des podcasts dans un autre projet qui s'appelle Work and Meet, où on présentait les espaces coworking qui s'associent pour un abonnement partagé entre eux. Et on a fait l'interview de Bernard en scène, qui est à Digital Station. Tu as écouté l'interview et tu as dit « Ouais, ça me plairait bien aussi de faire un podcast ». Sauf que moi, par rapport à ce que tu fais, je t'ai pas repris dans les thèmes RH et autres. On a plusieurs projets en cours. J'ai pensé que c'était vraiment très bien de t'inviter pour notre projet qu'on redémarre après une longue pause, puisqu'on a commencé le podcast High Tech en 2007. On a fait quelques années de pause et on le reprend en 2022. Tu vas être un de mes premiers invités, podcast Super. High Tech Belgique, Cocorico. Merci Sébastien. On va faire un petit mot de présentation sur qui tu es, sur ton parcours, que les gens sachent un peu qui ils ont au micro avec nous. Qu'est-ce que tu as fait comme études, c'est quoi ton rêve d'ado à la limite. Et puis on va passer directement dans le corps du sujet tech, la technologie des objets connectés. On va en parler aujourd'hui, avec aussi une petite touche éthique à un moment donné. Je ne vais pas tout dévoiler maintenant, je vais te laisser la parole pour te présenter en quelques mots d'abord. Merci Michel et merci Bernard pour l'introduction. Je suis un papa passionné avec un petit garçon, une petite fille et une superbe maman. Mon background est plutôt vente dans la télématique. J'ai fait 15 ans de tracking machine to machine pour tracer les véhicules pour le secteur de la construction. Avec des études dans le commercial économie, c'était un peu logique de rentrer dans l'IT, l'informatique. Et de cette façon-là, je suis arrivé dans les objets connectés. De là, la création d'Aerontrack peut être un sujet aujourd'hui. Et ce sera le sujet d'aujourd'hui, mais avant, comme c'est un sujet high-tech certes, mais on essaie de vulgariser l'informatique, on va peut-être reprendre la définition. Qu'est-ce que tu entends par télématique? Les gens qui ne connaissent pas ce mot, si on leur explique en 2 phrases ce que c'est. C'est de prendre des données à distance qui sont liées typiquement à un petit boîtier avec des coordonnées GPS, des temps, une carte SIM dedans et qui communiquent. Donc typiquement, on peut mettre ça dans un véhicule ou d'autres types d'engins pour savoir où il se trouve. Alors moi je connaissais un peu parce que j'ai eu la chance de travailler dans les télécoms pendant 15 ans et j'ai d'ailleurs fait du support à une époque pour le machine to machine. C'était un opérateur où on parlait des frigos connectés par carte SIM pour donner une alarme, le frigo est tombé en panne, il faut réagir. Et c'est logique en fait parce que dedans il y a plein de produits qui peuvent être des grosses pertes sèches pour l'entreprise. Mais depuis ça a beaucoup évolué. On parle maintenant de l'arrivée de la 5G avec encore plus d'objets connectés. Où est-ce qu'on en est maintenant? Alors, du frigo connecté au camion, il y a des choses qui paraissent logiques pour monsieur et madame tout le monde. Qu'est-ce qui est un peu plus surprenant maintenant? Qu'est-ce qu'on arrive à connecter comme objet? On a vu les parkings aussi récemment, avec des petites lampiottes qui s'allument quand la place est occupée. Oui, Mais on n'est peut-être pas forcément connecté là encore, si? c'est filaire encore. Quand on fait du indoor, on peut faire avec du Wi-Fi comme vous avez à la maison. Et donc vous Voilà. pouvez connecter facilement. Ou du mesh, que le Wi-Fi se passe entre Wi-Fi. Mais donc typiquement, ce qu'on remarque sur les années, c'est que tout devient plus petit. Les données, on les met aussi plus petits. Et en même temps, au niveau de la communication et donc la bande passante, on essaye d'être aussi plus petit. Justement pour pouvoir connecter plus. Et typiquement, dans ce que nous on fait, on connecte des foreuses, des visseuses, etc. Donc avec une petite pastille, une pièce de 2 euros qui permet donc de communiquer avec des smartphones, par exemple, typiquement. Quand on prend le passé, il y a 10-15 ans, on avait besoin d'une batterie externe, on avait besoin d'un module plus gros, un gros GPS, etc. Et aujourd'hui, on peut, avec une petite batterie CR2032, donc ce qu'on met dans les télécommandes, pouvoir connecter du petit matériel. Quel est l'intérêt, vont me dire certains auditeurs, de connecter une foreuse ou une perceuse avec son smartphone? Je fais l'idiot exprès, je connais un peu la réponse. Et Mais... tu as bien raison. L'intérêt dans ce que nous on fait, on est très axé sur un secteur qui est la construction. C'est pour mieux gérer, plus facilement gérer d'une part l'inventaire, mais également il faut inspecter ces outils-là pour la bienfaisance de l'ouvrier, pour la sécurité et naturellement pour éviter le vol. Voilà. Dans cette optique-là, l'intérêt de connecter son petit matériel, c'est une valeur puisque ça se remplace, ça coûte de l'argent. Jusqu'où est-ce qu'on peut aller? Parce que j'imagine très bien, voilà, clairement, on localise une perceuse qu'on a oubliée sur un chantier, on peut la retrouver facilement grâce à votre solution. Donc ça, c'est d'une valeur ajoutée évidente, déjà en termes de coût de matériel pour la société qui gère des stocks de matériel parfois dans le bâtiment très conséquents, on le sait. On peut imaginer même qu'on peut optimaliser le temps de travail parce qu'on peut se dire, tiens, l'ouvrier est en train de travailler X heures sur son matériel, on voit que la batterie a encore autant de pourcents, autant de durée de vie, il faut lui envoyer une alerte pour lui dire va charger parce que tu vas être en panne dans 10 minutes. On anticipe, on évite les arrêts de travail pour des bêtises de ce type. C'est, je pense, aujourd'hui encore une étape trop loin dans le sens qu'il faut se connecter à ce moment-là pour détecter la batterie. L'effort d'installer devrait être au niveau des fabricants qui le font par défaut, qui pourraient le connecter quand ils construisent l'outil. D'où ma question, où est la limite, tu vois, c'est un peu l'idée. Ouais, on va arriver à ça, certainement, sachant que les fabricants essayent déjà de venir avec des solutions.
Et on le voit typiquement dans les plus grosses grues, etc., des Caterpillar et autres. Là, tout est géré directement de l'usine et donc on peut voir le niveau d'huile et faire la maintenance à distance, etc. Donc au niveau de la foreuse, on peut détecter le temps d'utilisation. On peut voir si on l'utilise de façon optimale. Si on l'utilise, si on ne laisse pas dans la camionnette pendant 5 jours sans l'utiliser. On ne va pas contrôler l'ouvrier ou optimiser l'ouvrier, mais c'est vraiment pour être sûr qu'on rentabilise son investissement au niveau du matériel. Alors on est déjà sur la touche éthique, hein, parce que forcément quand on transmet des données, à un moment ou l'autre se posera la question de tiens, qu'est-ce qu'on peut. Parce que j'imagine que le patron a une tentation de contrôler, et de se dire tiens, est-ce qu'il a bossé avec sa foreuse aujourd'hui et, et peut-être un peu à l'excès d'aller faire réprimander ses employés. C'est pas le but en fait à l'initial, il faut quand même bien le préciser. Ouais, non, non, tu as tout à fait raison, Michel. Et pour les patrons, c'est pas le but non plus. Parce qu'aujourd'hui, Il de n'y a toute pas de valeur façon, ajoutée. voilà, et ils font confiance. S'ils ne savent pas faire confiance, ça sert à rien de travailler avec les gens. Oui, il ne faut pas les engager alors. Ici, c'est vraiment pour rentabiliser le matériel, pour faire de sorte que, ben, au lieu d'en acheter 2 par an, ben, s'il en achète une fois par an, c'est déjà un bon effort et aussi écologique, puisque la perte des outils, etc., à un moment donné, ça Nécessite a un un impact réachat, aussi. On ouais, est pas mal. d'accord. Donc, c'est surtout pour vraiment tracer l'outil et pas nécessairement suivre. De toute façon, dans ces sociétés-là, ils ont déjà du tracing, du télématique sur les véhicules. Cette partie-là, c'est déjà dans les mœurs. L'outillage, c'est que bénéfique. Alors maintenant, on va vraiment se pencher un peu plus sur la société pour laquelle tu travailles. Rappelle-moi le nom. Heron track. Heron en ancien grec veut dire outil, et donc on traque l'outil. Elle existe depuis combien de temps? On existe depuis début 2019, donc une jeune start-up. On est basé à Charleroi. On a une équipe de 8 personnes qui bossent, dont une grosse partie dans l'informatique et des développeurs. Et vous êtes chez Digital Station? Et on est chez Digital. Ah, voilà. Recoucou Berlin. On fait partie de la communauté, puisque bon, voilà, l'esprit coworking, Michel, je ne vais pas te l'expliquer. Non, Tu, non, tu es je suis dedans convaincu à en premier. 100%, Oui. donc c'est chouette. Et il y a l'interaction avec les autres sociétés. Ça fit bien dans la jeune entreprise qu'on est. On sait que par le nom, on parle d'outils connectés, mais l'outil, c'est un mot qui peut être pris au sens très large aussi. Pour moi, une voiture électrique, c'est un outil. Un outil de déplacement. Et il y a des cartes SIM dans les voitures électriques pour te localiser, aussi la voiture, pour te dire aussi où en est la charge de ta batterie, des tas de choses comme ça. Alors, c'est pas le sujet de ce podcast, mais de nouveau, la même question, où est la limite dans ce que vous proposez à vos clients? Qu'est-ce que vous focalisez? Vous focalisez vraiment sur le pur outillage dans le bâtiment, comme tu l'as dit au début, ou vous êtes amené à parfois avoir des demandes qui vous arrivent et vous dire, bon, on va élargir le champ du possible, se documenter, ou vous préférez plutôt rester sur une expertise qui vous est propre? Comment vous positionnez par rapport à un marché qui est quand même très évolutif avec beaucoup de concurrents, je pense? Oui, tout à fait. C'est une très bonne question, Michel. On est très très niche, puisqu'on a l'expertise, hein, donc ça fait plus de 15 ans qu'on est dans la construction. On va tracer des outils à partir de 200 €, des petites foreuses jusqu'à des groupes, des compresseurs, etc., des containers. La philosophie, c'est vraiment pour aider l'entreprise à mieux gérer les outils, qui sont effectivement l'équipement quand ils ont besoin pour livrer leurs services, et pour faire de sorte qu'ils sont plus efficaces au niveau opérationnel. De ne pas avoir des pertes, genre, ils ont une carotteuse qu'ils ne mettent pas dans tous les camionnettes, ils doivent la demander. Et puis il y a une équipe qui la prend. Et puis il y a une autre équipe qui passe. Ah, t'as la carotteuse, passe-la moi. Et puis il y a un autre qui passe. Et donc le magasinier, il ne sait plus qui l'a. Et puis à un moment donné, on a besoin d'une carotteuse. Ah, mais elle doit être chez Pierre. Ils appellent Pierre. Mais non, c'est Et Michel. on sait que l'humain n'est etc. pas forcément le plus discipliné pour encoder les fichiers Excel ou les tools online pour dire où est la foreuse à tel jour, Voilà. telle heure. On a tout à fait automatisé ça. Et justement, basé sur l'expérience, on voyait que les gens ne voulaient pas badger dans les véhicules pour leur mobilité et pour les payes. C'est là qu'on a développé le fait de pouvoir détecter par présence des objets via le smartphone de l'ouvrier avec l'application et avec les petites puces qui sont sur les outils et sans qu'on doit demander, un peu comme le main libre dans votre véhicule, vous rentrez dans votre véhicule, Bluetooth est allumé et vous pouvez téléphoner. C'est un peu la même philosophie, Bluetooth est allumé, vous passez à côté d'un outil, HeronTrack détecte et envoie l'info. Et pour cette façon-là, on ne doit pas demander à l'ouvrier de scanner, de remplir des Excel comme tu dis bien. Je voudrais quand même revenir sur les objets, la taille des outils. Est-ce qu'on imagine aussi des outils? Alors moi, je ne connais pas tous les outils du bâtiment, mais je sais qu'il y a quand même des grosses machines, genre des bétonneuses, des choses comme ça. Est-ce qu'on connecte aussi ce genre d'objets ou ça n'a pas de plus-value? Ils sont déjà connectés souvent, ou le fabricant l'a fait quand on prend des bulles et autres. Donc le fabricant met à l'usine tout de suite et alors il met ce service à disposition de ses clients. Ou on met une petite puce dedans via des sociétés de tracking qui font les véhicules aussi. Donc quand il y a une batterie, ben c'est facile puisqu'on peut connecter la batterie et on a une ressource externe. Quand il n'y a pas de batterie, alors c'est HeronTrack, puisque là, nous, on gère les batteries avec nos puces, nos traceurs, et ils ont une durée de vie entre 5 et 10 ans. Ils suivent le matériel sans problème. Il y a une batterie incorporée au traceur, en fait. Ouais. Je suis un peu étonné qu'une batterie puisse tenir aussi longtemps, mais c'est parce qu'on est dans un petit format. Parce qu'on a utilisé la techno Sigfox pour envoyer des petits packages. Et donc, la plupart du temps, le traceur dort, hein, il envoie quelques données par jour. Et via Bluetooth, il envoie en continu. Et donc, s'il y a un smartphone ou une gateway dans les parages, ben, on va détecter tout le temps.
Mais s'il n'y a rien et on est tout seul sur le chantier, par exemple, ben alors on fait des positions de contrôle pour éviter le vol. On a parlé tantôt de carte SIM. Évidemment, là, il faut qu'il y ait du réseau. Or, dans le bâtiment, quand on construit des bâtiments, il n'y a pas forcément un opérateur qui couvre toutes les zones, bien qu'on soit bien couvert en Belgique. Il reste quand même des possibilités où on a un moins bon réseau. Travailler avec les 3 opérateurs, c'est peut-être pas forcément quelque chose que vous faites, ou c'est le cas? Il n'y a pas de carte SIM. On élimine déjà ce parquet-là. Ensuite, il y a, on a dit, la connexion via filaire. De nouveau, le filaire n'est pas encore toujours présent. C'est des choses qui arrivent en fin de travaux. Le Wi-Fi, pareil. Donc, tu as répondu à la question. En fait, c'est la connexion Bluetooth. Bluetooth, oui. Et donc on a aussi une longue portée qui est Sigfox. C'est un peu comme les LoRa, une sorte de radiofréquence qui peut communiquer sur une distance de 30 km. Et donc il y a des antennes un peu partout en Europe. On a une assez bonne couverture via cette bande passante. L'avantage, c'est qu'elle consomme quasi pas de batterie. Le problème avec la carte SIM, c'est que la connectivité, c'est top, mais ça consomme énormément de batterie et donc on ne tiendra jamais. C'est une connexion permanente, en fait. Oui, le problème, effectivement, c'est que le boîtier, même si on le fait dormir, le temps que la carte SIM se connecte avec le réseau et envoie son package, puisqu'on peut envoyer des données plus importantes, ben, ça consomme trop de batterie. Oui, et puis même, elle fait des location updates, donc elle se localise systématiquement sur le réseau pour dire à l'antenne, je suis ici, je suis ici, je suis ici, et tout ça, on Ouais. ne le voit pas, on ne l'entend pas, c'est comme le GSM qu'on l'a en main. On croit qu'on ne communique pas, mais en fait, il y a de la communication qui se fait Ouais. en permanence. On géolocalise le téléphone pour faire le handover qu'on passe d'une antenne à l'autre, par exemple, et ça se passera aussi avec des objets connectés. Ça implique quoi dans un chantier comme implémentation? Alors, bon, on a compris, il y a une puce avec une batterie autonome sur les objets, sur les appareils, mais ça veut dire aussi qu'il y a une antenne à placer sur le chantier? Les antennes, c'est les smartphones. Donc, c'est les smartphones qui font fonction d'eux. La facilité de déploiement, c'est que tout le monde a un smartphone aujourd'hui en poche. On met l'application, ça fonctionne tout seul. C'est ce que Apple vient de lancer ici il y a un an. Donc, on va dire qu'ils ont suivi le Anticipé. bon exemple. C'est le GSM qui fait office d'antenne. Ce GSM, lui, par contre, il est connecté aussi aux data avec sa carte SIM. Est-ce qu'il va envoyer quand même des données vers qui et comment? Oui, ça, c'est l'application qui pilote. Ce sera via l'applicatif, en fait. Oui, tout à fait. On a donc développé notre propre protocole en Bluetooth, le BLE, donc le Bluetooth Low Energy, l'industriel. Quand on est dans un périmètre du smartphone, on détecte les capteurs. Ben, le smartphone, via l'application, va envoyer sa position GPS, plus le fait d'avoir vu ces capteurs. Et donc de cette façon-là, on pourra donc localiser le capteur en soi. Le téléphone, il reçoit une première communication vers lui en disant je référence telle foreuse, telle perceuse, tel outil à telle distance, géolocalisé, je mets tout dans mon application, puis il fait une deuxième type de connexion via l'opérateur, via le réseau, par l'application en données data, pour dire voilà le résultat de mon champ de travail d'application. Exactement. Qui monitore ça? Donc, c'est directement vos clients qui ont accès à une application web, j'imagine, ou à un outil local. Ils se connectent, Ouais. ils utilisent ces données. Alors, est-ce qu'ils ont des outils d'assistance pour cette gestion de données? Jusqu'où vous allez dans l'assistance de gestion? Ou est-ce que vous intervenez plutôt avec un service à part que vous facturez ensuite? On a un freemium. Les clients peuvent télécharger et équiper eux-mêmes. C'est tellement facile. C'est comme mettre un autocollant sur un outil et puis connecter. Ça se fait automatiquement. On a effectivement une plateforme web qui permet avec un login et un mot de passe, puisque bon, pour identifier les outils, identifier le client, ben, il lui faut son login, bien sûr, pour sécuriser aussi ses données à lui. Bien sûr. Ouais. Et de cette façon-là, donc il peut avoir une vue sur une carte où ça se trouve, avec des rapports. Et alors, ce qui est aussi intéressant justement avec l'outil, c'est que tout le monde scanne pour tout le monde. Même des propriétaires qui n'ont pas de capteur à eux vont aussi donner des infos. Mais ces infos sont anonymisées, sont cachées. Le propriétaire du capteur ne saura pas qui l'a envoyé, il n'aura que la position GPS pour justement être encore plus fin au niveau des données et à pouvoir mieux suivre encore son outil. Parce qu'en fait, si l'ouvrier a son smartphone qui est en panne de batterie, qui n'est plus apte à recevoir ces informations, il faut qu'un autre appareil prenne le relais. Tout doit être regroupé, trié, rendu cohérent en fait dans le rapport. Oui, et puis on garde toujours la dernière position visible sur la carte avec un temps, à quel moment ça a été pris. Sur cette base-là, il y a toutes les fonctionnalités, les alertes et notifications qui se font. Si un outil est par exemple oublié sur un chantier, on envoie une alerte pour dire voilà, il y a 2 heures ou 2 jours que personne s'est connecté avec l'appareil. Vous l'avez peut-être oublié et donc on peut aller chercher quelqu'un. Ça, c'est un point important parce que dans la durée de vie, puisque une des choses qu'on amène, c'est qu'on augmente la durée de vie de l'outillage, naturellement, via l'effet psychologique. On sait qui l'a utilisé en dernier, mais également parce qu'on a moins de pertes ou d'oubli, puisqu'on notifie les gens, attention, vous avez oublié la foreuse sur chantier. Quand on fait du support, hein, on voit pas forcément, c'est un peu comme l'infirmier qui voit que des malades, il voit ce qui se passe mal, il voit pas forcément ce qui se passe bien tout le temps. Et quand on fait du support technique, souvent, comme j'en ai fait, on voit plutôt ce qui se passe mal en général. Un exemple de ce qui peut se passer mal, c'est une pointeuse où les ouvriers badgent dans un bâtiment, la pointeuse perd ses connectiques pour une raison X ou Y, on perd des datas. Et donc, idéalement, ces types d'appareils stockent des informations locales pour que quand ils récupèrent la connexion Internet, ils puissent renvoyer les données, qu'elles ne soient pas perdues, parce que ces données, on l'a bien compris ici dans ce que tu nous expliques, elles sont hyper pertinentes et hyper importantes pour l'employeur et pour l'utilisateur,
pour la société qui a décidé de gérer sa flotte comme ça. Quels sont les moyens que vous avez en place? C'est local dans le GSM que les données se mettent en mémoire ou déjà dans l'appareil lui-même, dans le traceur, il y a une mémoire? On a effectivement un traceur au niveau de la mesure du temps, de l'usage, qui garde dans la mémoire le nombre d'heures qu'il a été utilisé. Déjà dans le traceur même? Oui, parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas tout le temps des Bluetooth qui vont passer, pas tout le temps des smartphones qui vont passer. Donc, à un moment donné, il faut avoir l'info disponible quand il y a justement quelqu'un qui passe. Voilà, un minimum de stockage, je me doutais un peu. Et derrière, l'application, elle travaille aussi hors ligne. Elle peut aussi stocker une partie. Bon, aujourd'hui, on a au niveau data quand même un réseau qui couvre bien. Pour les GSM, c'est rare qu'il y a des trous quand vous roulez, mais quand vous êtes à l'arrêt, souvent, ça va. L'application stocke en mémoire du téléphone aussi? Oui, s'il n'a pas de connectivité, il va stocker aussi un minimum. Justement, on appelle ça du caching pour pouvoir aussi être plus réactif quand on utilise l'application. Mais d'un autre côté, on n'a pas besoin d'avoir une traçabilité comme si on doit gérer des heures, etc. Puisqu'en fait, ce qu'on veut, c'est savoir est-ce que l'outil a été sur chantier et surtout où est le dernier endroit où l'outil a été, au cas où si on a oublié ou perdu. Parce qu'on va nettoyer les rapports d'une telle façon pour pas montrer 1000 positions. Si c'est 1000 fois au même endroit, on va montrer une position pour que ce soit Et c'est la justement... dernière mise à jour du temps et de l'heure qui sera importante dans l'histoire. Voilà. Quels sont les retours de vos clients par rapport à l'usage? Est-ce qu'ils ont des demandes nouvelles, des demandes en plus? Ils veulent aller plus loin? Vous avez des retours sur leur satisfaction de comment ils fonctionnent avec les applications? Comment ça se passe? Justement, historiquement, j'avais commencé à faire un outil de retour en investissement, donc un ROI, pour justement essayer de comprendre où seront les gains. J'ai dû le refaire après 2 ans d'utilisation chez les clients, mais en positif, puisque c'est eux-mêmes qui étaient revenus avec des notions que les ouvriers étaient enchantés, puisque typiquement, on en a un qui est bon père de famille, c'est ses outils, il gravait ses initiaux dessus pour être sûr qu'on n'allait pas prendre son outil, puisque lui, il les bichonnait bien. Maintenant, avec l'application, il n'a plus besoin de le faire, puisqu'il a une vue, et ça a eu un effet bénéfique. C'est surtout le retour qu'il voit bien que la durée de vie de l'outil augmente, ce qui est bénéfique pour le boss puisqu'il ne doit pas sortir chaque année un budget important. Et comme on l'a dit pour l'environnement en Et termes de pour rachat. l'environnement, exactement. Et aussi pour la sécurité, puisqu'on fait des alertes quand l'outil n'est pas inspecté dans les temps, pour être aussi en règle avec les Tout ce qui est inspections maintenance. trimestrielles et annuelles. On facilite fortement la vie pour un outil qui est abordable à tout le monde. Le Bluetooth, vous avez défini une norme qui est à vous, évidemment. Tu es bien conscient que les GSM, les smartphones évoluent mais en permanence, les systèmes d'exploitation évoluent en permanence, il y a des mises à jour de sécurité, des mises à jour à gauche, des mises à jour à droite. Est-ce que c'est facile à gérer tout ça? Est-ce que ça nécessite du développement permanent et de la remise en question permanente ou vous avez choisi justement un protocole qui est quand même assez standard, qui finalement peut faire du long terme avant de devoir nécessiter de mise à jour ou une adaptation de mise à jour? L'avantage du protocole, c'est qu'effectivement, il sera périn, puisque c'est on formate la façon qu'on envoie les données. Sur le même protocole, on a déjà 4 versions du Bluetooth, on ne doit pas réadapter. Naturellement, au niveau du smartphone, comme tu dis bien, ça évolue fortement. C'est pour ça qu'on a développé en interne mobile et on a aussi bien sur iOS qu'Android, donc en natif, parce qu'on va très loin dans cette gestion de Bluetooth. Là, on doit régulièrement mettre des mises à jour, bien sûr, mais ça fait partie du jeu. Ce sera iOS et Android. Et là, on couvre, on va dire, 96% du marché. Mais on veut leur laisser vraiment la liberté totale. Et souvent, il y a le management qui aura peut-être des iOS et le terrain aura peut-être des Android ou vice-versa. On veut vraiment laisser la facilité aux gens. Et surtout, par exemple, en Hollande, ils sont déjà fort occupés avec Bring Your Own Device, donc la possibilité d'acheter leur propre GSM et reçoivent un budget. Et alors, justement, si tu veux avoir une application qui tourne aussi pour eux, il faut laisser la liberté. Évidemment, tu connais la différence entre les iOS et ce qui est Android. La politique est très différente. Les uns sont focalisés, toi qui aimes bien la sécurité, sur la sécurité à tout prix, et tu dois montrer que patte blanche pour passer. Les autres sont vachement plus souples. Alors là aussi, on a une question qui est à la fois éthique et technique. Comment est-ce qu'on fait pour être sûr qu'on va pouvoir protéger les données quand on sait qu'un smartphone, si l'ouvrier il installe des applications un peu... comment est-ce qu'on gère la sécurité dans ce niveau-là des infos? Donc, je veux dire, la sécurité, mis à part l'application, elle est via l'encryption des données qui sont Voilà, donc passées elles sont avec, encryptées. ouais, avec le login. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est une de mes frustrations. iOS, c'est très carré. Il faut une mise à jour et donc c'est bien notifié à l'avance et on peut faire de sorte que l'application soit compatible. Et ils testent avant que tu puisses la mettre sur le store. Les autres, ils changent des trucs qui te préviennent même pas et en une fois tu dis oh zut, et il faut vraiment rapidement mettre à jour. Bon, après avec eux tu peux les mettre vite à jour puisqu'il n'y a pas de check, pas de contrôle de leur part et tu mets comme tu veux. Aussi longtemps que tu fais pas des méchancetés, ils vont te laisser, mais naturellement si tu brûles une fois là ils vont te blacklister et iOS ils te laissent pas passer. On est rassuré pour les utilisateurs, c'est crypté, ces données sont cryptées, donc vraiment la sécurité elle est déjà ancrée dès le départ dans l'encryptage et forcément dans ce qui est transmission de données c'est aussi cadenassé, quoi. Tout à fait. Le côté éthique de la discussion qu'on va avoir aujourd'hui pour clôturer ce podcast, c'est ces fameux droits à la vie privée.
Tu as déjà rassuré pas mal dans cette interview en expliquant qu'on ne trace pas les gens, on n'identifie pas les personnes, donc c'est déjà un très bon point. Maintenant, je veux dire, si on a vraiment l'esprit mal tourné, le patron, il a son inventaire, il a son matériel, il sait très bien à qui il a donné tel type d'instrument, il peut très bien même tenir un outil web avec telle référence email GSM, c'est un tel qu'il a, telle référence matérielle, c'est un tel qu'il a. Vous faites quoi par rapport à ça, par rapport aux clients? Vous leur demandez d'être délicat sur l'approche ou vous ne vous en occupez pas? Parce que vous assurez l'anonymat, oui, mais au-dessus, vous n'avez pas de vue. Non, naturellement, chaque application, quand elle est lancée, elle doit respecter en Europe des règles, comme le GDPR ou RGDP. L'utilisateur valide qu'on peut utiliser la localisation de son smartphone et qu'on peut avoir des données via Bluetooth. Donc ça, c'est pour être en règle. Mais après, ce qui est important, c'est qu'on va donner des positions à l'outil. On peut avoir un outil qui est vu par 10 personnes. On ne va pas donner l'email du smartphone, etc. Tout ça, c'est Voilà. caché. C'est uniquement, elle a 10 positions dans le même endroit et on pourra voir effectivement si c'est un ouvrier qui fait partie de la société, on pourra voir que lui, là aussi, entre ces 10, fait cette position-là. Le but n'étant pas de suivre qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a mangé le midi, à quelle heure il est rentré le soir, etc. Puisque c'est quelque part l'outil qui peut être parfaitement vu par d'autres collègues, par un contremaître qui passe, par une autre personne, une autre société. La mise à jour de la dernière position peut être une position qui n'est pas la sienne. Alors l'email, pour une petite anecdote, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un numéro unique propre à un matériel, un peu comme une MAC adresse pour un PC, mais Exact. pour les smartphones, et ça suit des règles, et en fonction de l'email, on peut déterminer avec les premiers chiffres la marque, le modèle, et ensuite un chiffre unique. Voilà, parenthèse étant faite, on va parler du futur. Quel est le futur de la société pour laquelle tu travailles? Vers quoi vous penchez comme analyse? Quels sont vos challenges à venir? On veut sortir de notre petit pays. On a déjà des initiatives en Allemagne, en France et en Hollande, mais donc on veut accélérer maintenant, donc d'aller vraiment prendre l'Europe avec la solution et vraiment devenir le leader pour la partie construction et l'outillage. C'est tout le bien qu'on vous souhaite en tout cas, et c'est super sympa de m'octroyer ton temps et ton partage. Par rapport à la concurrence, elle est acharnée dans le secteur? Elle est difficile à gérer? Ou c'est quelque chose qui est relativement correct? Il y a de la collaboration entre les gens? On comprend que c'est plus intéressant de travailler ensemble que l'un contre l'autre? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a la concurrence, puis ça veut dire qu'il y a de l'attraction. Il y a une demande du marché. Il y a deux types. Il y a les fabricants, les Ilti, Bosch, DeWalt et tout ça, qui ont leurs propres solutions, mais ils ont très focus sur le matériel, naturellement, et le service autour du matériel. Et puis, on a des boîtes comme nous qui proposent et où on est plus sur aider les sociétés. Donc, nous, on est très niche. Les autres sont souvent généralistes. Tout ce qui est outils, ils vont tracer. On veut donner, vraiment aider les sociétés à être plus efficaces dans ce qu'ils font et pas devoir se soucier pour l'outillage. Mais on ne travaille pas ensemble. Ça, c'est clair que la collaboration, c'est pas évident. La petite histoire, l'anecdote, c'est que historiquement, moi, j'ai une société dans le télématics. Toutes les sociétés télématiques qui étaient concurrentes dans le passé sont maintenant, la plupart sont partenaires. Donc, j'ai trouvé des moyens de collaborer avec eux Waouh! et donner une valeur ajoutée vis-à-vis de notre outil qui est très, très spécifique, une couche supérieure à leur proposition. Ça, c'est un peu le chemin atypique, mais a priori, les concurrents, ils se donnent pas des bisous. Pour une petite métaphore un peu geek, tu es le cinquième élément, c'est ça? Ça serait beau, ça, oui. En tout cas, je te remercie infiniment pour ce partage de ta passion qu'on ressent fortement. Merci d'avoir pris le temps d'expliquer à nos auditeurs ce que tu fais, puis que ces solutions existent, parce que je pense que certains n'en ont pas conscience. Est-ce que tous les ouvriers ont conscience de ces outils qu'ils sont connectés ou pas forcément? Quand c'est le cas, le patron le dit, Ouais. justement pour avoir l'effet psychologique positif. Ah oui, puis ils ont l'application sur smartphone, donc forcément ils sont au courant. Oui, je suis sûr qu'il y a plein de sociétés qui ne savent pas que c'est possible. On va donner l'adresse de ton site internet pour qu'on sache comment te contacter. Le site web, c'est Herontrack, donc Heron, track, T-R-A-C-K, en un mot, .com. Et on invite les auditeurs à aller visiter ton site et un peu être curieux, aller voir ce qui se passe. Parlez-en autour de vous, puisque tu partages tes connaissances, ta passion gratuitement. Je crois que la moindre des choses qu'on peut faire pour toi, c'est de partager ce podcast, le commenter et en parler autour de ça. Ça te fait un peu de pub et c'est toujours quand même bien sympa à prendre. Merci beaucoup, Michel. Alors, si vous avez des questions sur ce podcast, sachez que nous sommes chez Vodio. Et chez Vodio, la particularité, c'est que vous pouvez réagir à ce podcast en laissant un message vocal et on pourra reprendre votre voix si vous le souhaitez en répondant à vos questions qu'on pourra soumettre à Sébastien si ça le concerne directement. Merci pour votre attention. On se retrouve pour une prochaine capsule Aventure High-Tech très bientôt. Au revoir. Au revoir. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative de l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be.